Bienvenue dans le studio de l'Union TV qui se trouve sur le stand du journal L'Union à la foire de Châlons. Nous allons évoquer en partenariat avec la CCI de la Marne une forme de délinquance qui concerne tout le monde, les particuliers comme les professionnels. Je veux parler de la cyberdélinquance. Nous allons le faire en compagnie de 3 spécialistes de cette question. De droite à gauche, Jean-Pascal Maquis, vous êtes directeur général de la société Trek. Tout à fait. Et c'est une société qui gère la sécurité télécom, hébergement voix pour de grandes entreprises et pour des collectivités. Voilà, dans le domaine du B2B, c'est-à-dire réservé aux professionnels. Ensuite, à vos côtés, Cédric Thierry, vous êtes consultant en sécurité informatique. Tout à fait, oui. Et vous êtes également commandant de réserve de la réserve citoyenne dans la gendarmerie, avec vraiment une spécialité cyberdéfense Grand Est, dans tout le Grand Est. C'est bien ça. Et puis, le Major Young est avec nous. Vous êtes membre de la section recherche de Reims. Et je vais vous poser la première question. Quelle forme ce type de délinquance peut prendre? Quelle malveillance est-ce qu'elle l'utilise pour soit gagner de l'argent, soit prendre la main sur un site ou une base de données? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de développer les menaces qui concernent directement les entreprises. Il y a 3 types de menaces qui nous paraissent prendre tout le champ global de ce qui peut arriver. On a la menace sur l'image de la société, de l'entreprise. On a la menace sur son système d'information lui-même. Et enfin, on a la menace juridique. La menace sur l'image prend 2 formes. Il y a soit le dénigrement ou le fake news, l'infox qu'on connaît tous, qu'on entend dans tous les médias. En ce qui concerne le dénigrement, plus particulièrement, ça concerne donc une forme de publicité mensongère qu'on met en place pour dénigrer une société de manière à capter sa clientèle. Enfin, en ce qui concerne la menace sur le système d'information lui-même, il peut prendre 2 formes. Il peut y avoir la fuite de données. La fuite de données ou alors la prise d'otage du système d'information dans le but de récupérer une rançon. Ça, oui. Alors, ce type de dommage, ça a quand même coûté en 2019 près de 78 milliards d'euros aux entreprises. Oui, tout à fait. Donc, ça concerne plus précisément l'image, la menace sur l'image. Effectivement, 78 milliards, à peu près 35 milliards d'euros pour ce qui est de la perte boursière, puisqu'en fait, qui dit image dit crédibilité. Donc, 35 milliards à ce niveau-là, et le reste, donc un petit peu plus de la moitié, pour essayer de restaurer cette image et de remettre les entreprises à flot à ce niveau-là. Menace juridique, vous disiez aussi. Je vais passer la parole à Cédric Thierry sur cette question. Qu'est-ce qu'on appelle les menaces juridiques? Alors concrètement, tout le monde connaît les attaques, les vols de données, les destructions, les virus de cryptage, etc. Il y a un risque juridique qui est un peu moins connu malheureusement et qui concerne tout le monde, c'est le risque d'être mis en cause, que ce soit par des tiers au niveau civil ou par le ministère public au niveau pénal, à cause de comportements de gens internes à l'entreprise ou de collaborateurs ou de tiers qui pourraient rentrer dans le système et faire des choses répréhensibles. On n'imagine pas souvent qu'on puisse être rendu responsable de tels actes et c'est pourtant le cas. On a en gros 3 voire 4 grands groupes de menaces juridiques, en tout cas en matière de droit numérique. On a les obligations comptables d'une entreprise qui doit maintenir son système comptable en état, avec des fichiers compatibles avec ce que l'administration fiscale peut demander, etc. Donc je passe rapidement dessus, mais on n'y pense pas souvent. Il faut absolument qu'une entreprise préserve tous ces systèmes pour pouvoir rendre compte, notamment l'administration fiscale. On a dans un deuxième grand pan du droit numérique et qui peut représenter une menace, le droit de la propriété intellectuelle. Alors,
il ne s'agit pas ici de se faire voler une chanson qu'on a écrite ou un logiciel qu'on a écrit, parce que ça dépend du droit intellectuel, de la propriété intellectuelle, mais il s'agit plus d'être mis en cause parce qu'on a un serveur, par exemple d'entreprise, et puis on n'a pas vu qu'un salarié, un collaborateur a posé des films piratés ou des chansons piratées sur le serveur de l'entreprise. Et bien évidemment, si l'auteur, le propriétaire des droits s'en rend compte et qu'il le sait, bon, ça se fait par différents moyens, il peut faire ce qu'on appelle une saisie contrefaçon au sein de l'entreprise et puis dire bah, vous hébergez mes œuvres piratées, donc vous êtes responsable. Et par exemple, un chef d'entreprise peut se retrouver mis en cause sans savoir qu'il avait ces choses piratées sur ses systèmes parce que, bah, évidemment, le nécessaire n'a pas été fait pour le contrôler. Il y a un troisième grand pan, rapidement, qui est la responsabilité de l'utilisateur ou de l'internaute. Là encore, quand on met à disposition un système informatique, on se rend responsable de ce qui est fait avec. Et si quelqu'un va, par exemple, sur un site pédopornographique, sur un site qui incite à la haine raciale, ou ce sont des choses qui font l'objet d'une incrimination pénale, donc qui peuvent faire l'objet d'une sanction. Si une entreprise ne sait pas identifier l'utilisateur qui a commis ces actes, eh bien, c'est elle et donc le chef d'entreprise qui peut être responsable. Merci Jean-Pascal Maquis. Je vous avais appelé Cédric Thierry. Et là, je vais passer la parole à Cédric Thierry. Non, c'est l'inverse. Ah bah décidément, j'ai du mal, on vient de se rencontrer. Alors, donc Jean-Pascal Maquis. Il y a des attaques dont on parle beaucoup dans les médias. Le phishing, le hameçonnage, le faux ordre de virement, la fraude au président ou le rançon logiciel, c'est ça? Rançongiciel? Rançongiciel ou ransomware en anglais. D'accord. Est-ce que ce sont les principales attaques auxquelles une entreprise doit faire face? Alors oui, ce sont les principales attaques. C'est celles pour lesquelles on nous appelle souvent, et d'ailleurs malheureusement, une fois que le mal est fait, et qu'il a coûté beaucoup d'argent, alors que une simple prévention, un petit peu de formation humaine et un petit peu de technique aurait pu largement éviter ce type de problème. C'est ça. La prévention, ça peut être des mesures humaines et j'imagine des mesures beaucoup plus techniques, avec des techniques un peu pointues, c'est ça? C'est un peu de technique, parce qu'à un moment, on est dans le monde de la technique et il en faut, mais ce n'est pas suffisant. C'est de la technique et de l'humain. Les deux sont nécessaires. C'est un peu comme si vous montez une porte blindée multipoint et que vous donnez la clé à tout le monde. Le côté humain reste quand même quelque chose de faillible. En tout cas, les statistiques montrent qu'on est exposé, puisque sur 3,5 millions de mails mensuels traités en moyenne par une PME, il y a 25 000 tentatives de phishing. Tout à fait. Et le pire, c'est que certaines entreprises, enfin le pire ou le mieux, ça dépend comment on le voit, sont équipées de systèmes de firewall, par exemple, qui arrêtent ces attaques-là. Et il y a sûrement des entreprises qui se croient à l'abri parce que voilà, un firewall arrête 2000, 3000 attaques par jour, alors que l'entreprise ne soupçonne même pas qu'elle est attaquée. Et quand ce niveau d'attaque se fait dans la récurrence, un jour ou l'autre, ça passe. Donc la sécurité informatique, c'est de la prévention, c'est de la mise en place d'éléments informatiques, c'est leur maintien dans le temps et c'est surtout la sensibilisation, parce qu'il faut une fois pour toutes que les dirigeants et les salariés comprennent que cette menace est une menace identique aux autres risques de l'entreprise, comme assurer sa voiture, assurer ses locaux. C'est un effort dans le temps. Major Young, est-ce que une attaque, on a le temps de la parer quand on voit que ça commence, ou est-ce que ça va très vite? Ça dépend du type d'attaque. Ça dépend vraiment du type d'attaque. Il est clair qu'un faux vie, donc un faux ordre de virement, une fraude au président, est tout à fait, il n'y a absolument pas de souci pour l'éviter à partir du moment où il y a eu une formation, un souci de formation dans l'entreprise. Si les gens de l'entreprise, les employés sont au courant que dans tous les cas, on n'a pas à faire un virement à l'étranger en étant seul signataire, il n'y a pas de souci, ça ne se produira pas. Mais une attaque qui consiste à détruire des fichiers ou à voler des fichiers, il semblerait que ça puisse se passer en 30 secondes, le temps vraiment de dire stop, on va dire, et que ça peut entraîner la perte ou le vol de nombreux fichiers. Tu veux que je réponde? Oui, vas-y. Voilà. Donc quand on subit une attaque directement sur les données de l'entreprise, alors déjà normalement, si on a fait son travail de dirigeant comme le demande la loi, on a prévu
de faire ce qu'il faut pour contrer cette attaque. Ça, c'est extrêmement important, la prévention, encore une fois. Et en plus, quand on est bien conseillé, les données d'une entreprise ne sont jamais à un endroit unique. Elles sont forcément, on a des systèmes qu'on appelle le 3-2-1, elles sont forcément à un endroit, à un autre endroit, à l'extérieur, et suivant différents supports. Un disque dur, une bande magnétique, etc., etc. Le droit de l'informatique, c'est quelque chose de très complexe. Je reviens un peu sur la responsabilité des entreprises. Il y a des textes européens, il y a des lois nationales. Comment on s'y retrouve ? Comment il y a des juristes aujourd'hui qui sont spécialistes de ça ou pas ? Il y a quelques juristes, il y a des cabinets d'avocats spécialisés. C'est vrai que c'est une discipline assez complexe dans le sens où elle fait intervenir des notions de technique informatique assez pointues et puis des notions juridiques, elles aussi assez pointues. Et on trouve difficilement quelqu'un qui sache concilier les deux. Et en ce qui concerne les textes, je vous ai dit, donc, on a parlé des grands pans de menaces juridiques. Il y en a un qui arrive, j'allais dire en dernier, mais en plus important, qui est un texte européen, qui est le règlement général sur la protection des données personnelles, même si c'est implicite. Ce texte de 2016, mis en application en 2018, il est très très lourd de conséquences, puisque ce qu'on vient d'exposer avec mes collègues, est-ce que tout le sujet de la cybersécurité, de la destruction des données, eh bien, ce règlement européen, tout simplement, il interdit de prendre le risque de subir cette menace. Autrement dit, il impose à toutes les entreprises, toutes les entités, organisations, associations, de garantir la sécurité des données, à savoir qu'elles ne soient pas compromises, qu'elles ne soient pas détruites, qu'elles ne soient pas volées, qu'elles ne soient pas modifiées. C'est vrai pour les professionnels, pas pour les particuliers, mais vous comprendrez bien que ça implique qu'il faut absolument pouvoir rendre compte de la sécurité de son informatique, depuis la sécurité physique des bâtiments jusque le fait que quelqu'un doive mettre un login, un mot de passe, etc. Enfin, ce qu'on connaît tous. Et donc là, on peut être mis en cause par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, si on n'a pas respecté ses obligations de mise en sécurité des données personnelles. Donc il faut absolument se renseigner sur toutes ces obligations et les appliquer. C'est absolument impératif. Pour donner quelques exemples, les dernières sociétés qui ont subi le courroux de la CNIL, je dirais, des sanctions, je ne vais pas les nommer, mais on est pour la plus lourde il n'y a pas longtemps, enfin c'est pas la CNIL, mais c'est son équivalent en Europe, d'un autre organisme qui fait la même chose. Je crois que c'est 225 millions de dollars. Parce que c'est une société américaine qui a été sanctionnée. On a une très très grosse que tout le monde connaît qui a subi une sanction de 746 millions de dollars il n'y a pas longtemps. Et puis plus proche de nous, on a des sociétés qu'on connaît tous, des sociétés françaises, mais qui récemment, si vous regardez sur le site de la CNIL les sanctions, là encore je ne vais pas les citer, mais qui ont pris des 400 000, 500 000 euros de sanctions, y compris des TPE qui ont pris des 20 000, 30 000 euros de sanctions pour avoir déposé des cookies sans prévenir les gens, pour avoir disposer de données personnelles sans assurer la sécurité. Donc on a des sanctions qui peuvent être extrêmement lourdes. Est-ce que la multiplication des services cloud a encore fragilisé les entreprises par rapport à avant ? Alors c'est un enjeu essentiel. Il faut rappeler qu'en sécurité, en fait, on suit l'évolution de l'informatique et des nouvelles technologies. Avant, dans une entreprise, c'était assez simple. Il y avait ce qu'il y avait à l'intérieur de l'entreprise, il y avait ce qui se passait à l'extérieur, et on mettait des barrières, et ces barrières étaient assez franches, j'ai envie de vous dire. Il y a 10 ans, on vendait des serveurs de messagerie qu'on installait dans les entreprises. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On fait que très rarement ça. On va louer une boîte à l'usage, Office 365, on va utiliser un Teams, tout simplement. On va prendre un antivirus en ligne, et toutes ces choses qu'on utilise à l'usage, qui sont à l'extérieur de l'entreprise, ce sont des flux entrants-sortants. Et comme tout flux entrant-sortant, il risque de véhiculer des malwares, des virus. Donc l'évolution des usages a induit une évolution des systèmes de sécurité et surtout des mentalités des salariés. Major Young, est-ce qu'un chef d'entreprise qui a mis en place un niveau de sécurité avec les outils dont il disposait il y a 5 ans est encore protégé, selon vous ? Clairement non. Non, il n'est plus protégé. Il est indispensable que la sécurité soit suivie. Une sécurité qui était valable il y a 5 ans n'est absolument plus valable maintenant. Une sécurité qui était valable il y a 1 an n'est plus valable aujourd'hui. C'est un suivi.
il faut suivre cela. C'est comme une assurance. C'est une assurance, vous la prenez tous les ans. Et la sécurité informatique doit être suivie toutes les années, tout le temps. On a parlé tout à l'heure de formation, on va dire, de responsabilisation des salariés et des équipes d'une entreprise. Est-ce que vous vous en occupez et quel est le principal message que vous délivrez dans ces cas-là? Alors le message principal qu'on délivre, c'est que on est dans la technologie, on est dans l'informatique, mais le risque majeur et pas majeur, c'est l'humain. C'est ce qu'on constate tous, partout. Ce que disait Jean-Pascal tout à l'heure, on peut avoir une belle porte blindée si on a donné la clé à tout le monde, ça sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, ce qu'on constate partout, c'est que une grosse majorité des sinistres viennent d'erreurs humaines, alors soit volontaires, mais il y en a très peu, soit de négligence. On a filé son profil, son mot de passe à quelqu'un, et donc il y a une parade qui s'impose à mon avis partout, c'est une charte informatique qui rappelle aux gens leurs obligations, leurs droits, comment on utilise le système informatique, ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Éventuellement les textes avec incrimination pénale pour savoir ce qui est du ressort de l'ordre public. Enfin voilà, tout le comportement qu'on doit avoir en entreprise. C'est absolument indispensable dans le sens où, d'une part, ça rappelle aux gens comment utiliser un système informatique et d'autre part, pour dégager la responsabilité de l'entreprise, c'est le seul moyen. Si quelqu'un fait quelque chose de répréhensible au sein d'une organisation, il faut impérativement qu'il ait signé une charte pour pouvoir être mis en cause à la place de son employeur ou de l'organisation. Major Young, je vais vous passer le mot de la fin, je dirais. Vous faites partie d'une cellule qui s'appelle Prévention technique de la malveillance, qui a été créée pour lutter contre la cybercriminalité, c'est ça ? Alors non, je ne fais pas, je ne fais pas partie de cette cellule-là. Non, c'est une cellule qui a été effectivement créée pour cela. Moi, je fais partie de la section recherche de Reims, où effectivement, je suis en charge de tout ce qui est cybercriminalité sur le département, sur la région et transnationale. Voilà. Donc, concernant cette cellule, elle a été mise en place. Je vais formuler ma question autrement. Il y a combien de gendarmes mobilisés aujourd'hui contre la cyberdélinquance, par exemple, dans la Marne ? Dans la Marne, il y en a à peu près une dizaine de gendarmes qui sont spécialement formés à la lutte contre la cybercriminalité. Plus largement, au niveau de la région Champagne-Ardenne, on a des enquêteurs nouvelles technologies, NTech, qui ont une formation niveau diplôme universitaire, voire master, au moins un par département, et ensuite des personnels qu'on appelle correspondants NTech, qui effectivement sont formés par ces personnels-là et qui interviennent. Ok, écoutez, merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces risques potentiels courus par les entreprises. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.